Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques mois, donc Jean a créé un MOOC sur la crise de la réplication en sciences. À ce moment-là, il a invité Lê Nguyen Oanh, qui est chercheur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et aussi donc médiateur scientifique. Euh, Dans cet entretien, on a pu avoir des échanges qui étaient extrêmement stimulants. Initialement, il devait durer 20 minutes, mais finalement, il dure plus longtemps. On verra ce que ça donne une fois le montage terminé. Vous devez déjà le savoir, mais pas nous. Dans la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, donc il est principalement traité des statistiques bayésiennes. Lê a d'ailleurs une chaîne de vulgarisation scientifique Science for All que vous pourrez retrouver, je vous mets le lien en description. Et il a aussi écrit un livre sur l'approche bayésienne qui s'appelle donc La formule du savoir. Dans notre entretien, on a essayé de sortir de la simple dichotomie, le conflit entre les deux grandes approches statistiques, le fréquentisme versus le bayésianisme. Mais finalement, on finit quand même assez souvent par retomber sur ce point. Mais on aborde d'autres sujets extrêmement intéressants, notamment par exemple l'intérêt d'une approche par rapport à l'autre en fonction de la quantité de théorie qu'on a derrière nous pour supporter nos hypothèses ou bien la taille des échantillons qu'on peut se permettre de collecter. Et donc tout de suite la vidéo. Donc bonjour Léa, Bonjour. Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté du coup de répondre à cette petite interview dans le cadre du MOOC portant sur la crise de la réplication. Donc, bon, comme j'ai pu t'expliquer, du coup, il s'agit d'essayer d'avoir un point de vue donné par une personne plus typiquement bayésienne que moi, qui finalement ne suis pas très à l'aise avec Bayes, en tout cas qui n'ai pas eu souvent l'occasion de l'utiliser. Donc, c'est vraiment pour essayer de donner une place un peu plus importante aussi un peu à Bayes. C'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer. Donc, pour tous ceux qui vont regarder l'interview, du coup, et qui te connaissent peut-être grâce à ta chaîne Science for All, et aussi grâce à du coup ton livre, du coup, La formule du savoir, qui est un très bon livre que je recommande. En tout cas, je ne l'ai pas fini encore, mais en tout cas, de ce que j'ai pu en lire pour l'instant, c'est une très très bonne introduction de la formule de Bayes et de l'utilisation des statistiques bayésiennes, qui parfois va dans des détails qui peuvent devenir compliqués, mais qui sait quand même rester vachement grand public. Et donc, c'est un très bon livre qui est très très recommandable, je pense. Merci. Donc, concernant du coup cette interview, du coup, les questions en fait que j'aurais eu envie de poser dans un premier temps, ça aurait été de te demander si tu pouvais nous expliquer assez rapidement, en pas trop de temps, ce que sont finalement les statistiques bayésiennes. Donc l'idée de base des statistiques bayésiennes, c'est de considérer que cet objet qu'on appelle une probabilité, c'est en fait une description de notre état de connaissance et d'ignorance. Donc quand je dis que la probabilité qu'une pièce soit tombée sur pile est égale à 1,5, en fait, je ne suis pas en train de dire quelque chose de spécifique sur les lancers de pièces en général, et je ne suis pas en train de dire quelque chose qui a à voir avec une fréquence. Je suis vraiment en train de dire que le résultat de ce lancer précis, je ne peux pas le décrire mieux qu'avec mon ignorance. Enfin, la meilleure façon pour moi de décrire mon ignorance sur le résultat de ce lancer, c'est de dire que je suis dans un état d'incertitude que je décris par, pour moi, la probabilité. On parle parfois de crédence pour insister sur le fait que c'est subjectif. Du coup, ma crédence dans le fait que la pièce soit tombée sur pile est égale à 1,5. C'est tout ce que je peux dire. Hmm. Donc c'est un peu ça l'idée fondamentale, philosophique, on va dire. Et après, l'aspect un peu qui fait que le bayésianisme est vraiment intéressant, c'est qu'on va mettre à jour nos crédences Hmm. au fur et à mesure que de nouvelles données viennent. Donc peut-être que voilà, c'était un pari et que la personne qui a lancé la pièce, elle a parié sur pile. Et puis j'ai vu un petit sourire en coin, mais je ne suis pas très sûr. Voilà, c'est le genre d'informations que je peux utiliser pour ensuite mettre à jour mes crédences. Et peut-être que sachant ça, maintenant, je vais dire, bon, en fait, maintenant, la probabilité, j'assigne la crédence que je donne à pile et peut-être maintenant de 2 tiers. Hmm. Euh, euh, voilà. Ouais, il y a vraiment cet aspect que, enfin, moi je dis souvent vivant en fait dans l'approche bayésienne. Il y a quelque chose de très vivant justement dans ces mises à jour de la croyance et déjà cette prise en compte de la croyance subjective du coup qui va nous changer un peu du cadre fréquentiste et encore plus du cadre de Null Hypothesis Statistical Testing, l'approche NHST en fait qu'on utilise beaucoup nous, qui vraiment très très peu laisse très très peu de place finalement à ce côté un peu de croyance en fait finalement. Déjà rien que le rapport à la croyance n'est pas forcément le même de ce que j'ai pu comprendre. Ouais. En Ouais, tout cas, donc un aspect important, par exemple, enfin, il y a beaucoup d'aspects à discuter autour des tests statistiques d'hypothèse nulle, mais un aspect, c'est que typiquement, on va supposer que l'hypothèse nulle ou l'hypothèse alternative, on ne va pas avoir d'a priori, on ne va pas essayer de quantifier avant de commencer l'expérience
ce qu'on s'attend de l'expérience. Oui. Mmh. Alors qu'un Bayésien va constamment vouloir se demander qu'est-ce que je suis amené à croire, sachant toute la littérature, sachant tout l'état des connaissances, Ouais. et comment la nouvelle donnée va modifier ce que je croyais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il y a vraiment du coup déjà une première question qui est posée déjà presque sur soi en fait finalement dans l'approche Ouais, bayésienne, qui est pas du tout le cas et c'est ça aussi qui peut paraître plus simple dans l'approche de l'hypothèse nulle, c'est aussi que finalement il y a très peu de questions à se poser, il y a juste est-ce que les données que j'observe sont étonnantes si on considère qu'il n'y a pas d'effet à la base, qu'il n'y a pas de différence, ouais, que pile était aussi probable que face finalement. ouais, Ouais. ouais, Bon, ouais, tout à fait. on dit souvent du coup que l'approche bayésienne et l'approche fréquentiste en fait vont répondre à deux questions distinctes et du coup c'est là d'ailleurs on est un peu là-dessus hein, mais du coup en fait finalement on dit que l'approche bayésienne va plutôt interroger du coup la théorie donc finalement entre autres les croyances personnelles du coup et la deuxième va directement interroger les données donc c'est un peu du coup ce qui se disait quoi c'est je compare les données que j'observe avec des données théoriques en fait qui seraient du coup dans le cadre de l'hypothèse nulle une absence de différence dans mes données ou une absence d'effet, une absence d'augmentation. En tout cas, du coup, la première approche, du coup, l'approche bayésienne va partir du principe que dans chaque instant, il y aurait une occasion de changer d'avis, de mettre à jour mes connaissances, tandis que finalement, dans la deuxième, elle va plutôt être intéressée par les questions qui vont porter sur. On parle souvent de long terme quand on parle de fréquentisme, finalement, est-ce que dans le long terme, on va s'attendre à retrouver telle valeur qui va revenir. Et du coup, la question que je me posais, c'est comment il se fait du coup, comment ça se fait finalement que s'il y a deux questions différentes entre l'approche bayésienne et l'approche fréquentiste, il y a toujours ce qu'on pourrait appeler une certaine guerre entre fréquentistes et bayésiens, alors que finalement, on aurait l'impression qu'il y aurait plutôt une complémentarité dans l'utilisation de ces deux approches, plutôt que finalement une divergence d'opinion ou ce genre de choses. Ce serait plutôt deux questions plutôt que deux réponses différentes à la même question finalement. C'est Ouais, donc il y a beaucoup de choses à commenter. C'est un gros débat, forcément. Une petite remarque que j'aimerais faire, c'est que lorsque tu parles de long terme, en fait, il y a un sens un peu plus précis, c'est un grand nombre de données. Mais hmm, ce n'est pas vraiment le long terme dans le sens, par exemple, des phénomènes à long terme. Par exemple, si on a un traitement qui a des effets à long terme, des effets sur 10 ans, oui, bah, l'approche fréquentiste ne va pas dire oui, plus de non, choses. non, tout à fait, ouais. C'est c'est plus au sens dans la limite où on a un très grand nombre de données. Ouais, c'est Et, ouais. ouais, et en effet, donc, il y a des théorèmes qui vont, par exemple, faire le lien entre les méthodes bayésiennes et les méthodes fréquentistes dans la limite où, asymptotique, où on a beaucoup de données. Mmh. Là où il y a, et j'ai envie de dire que s'il y a énormément de données pour une question simple, enfin, l'approche qu'on choisit importe finalement assez peu, on va très probablement tomber sur le même résultat. Mmh. Là où les deux méthodes vont beaucoup diverger, et du coup c'est là que le débat devient vraiment intéressant, c'est si on a peu de données. Mmh. Parce que le fréquentiste enfin, l'approche fréquentiste va souvent avoir tendance à dire on ne peut pas conclure. Ouais. Le bayésien va vouloir enfin, quantifier cette incertitude. Mmh. Euh, donc, par exemple, si on prend une situation, ouais, j'avais prévu un moment de parler, par exemple, du port du masque, Ouais. enfin, ou de l'efficacité du masque parce qu'il y a eu pas mal dans beaucoup de pays, il y a eu pas mal de confusion sur est-ce qu'il faut porter un masque ou non. OK. Et il y avait donc peut-être une version caricaturale, en tout cas, de l'approche fréquentiste qui consistait à dire on n'a pas on n'a pas fait d'hypothèse statistique, en tout cas de tests statistiques d'hypothèse nulle pour vérifier l'efficacité des masques. Euh, en cela, on ne peut pas conclure, on ne peut pas faire de recommandations. Mmh. Ouais. Alors qu'un bayésien aura beaucoup plus un raisonnement, quelle est la probabilité de la taille d'effet. Peut-être Ouais. que le bayésien se trompe, hein, peut-être qu'il pensait que la taille d'effet était faible Mmh. et que du coup ça ne justifiait pas d'imposer un port de masque obligatoire. Mais au moins, il ne va pas poser la même question. Ouais. Il va réfléchir à quelle est la taille d'effet probable. Et là, il va s'appuyer, par exemple, sur ouais, il y a des études par exemple, comment est-ce que l'air bouge lorsqu'on parle. Mmh. Et à partir de toutes sortes de ces données, il va mettre à jour ses crédences et il va du coup au moins donner une probabilité sur les effets probables. Ouais. Euh, ouais, ça fait une petite différence. Du coup, je me demande si là, ce que tu abordes, c'est pas aussi lié à ce qu'on appelle l'approche Neyman-Persson, en fait, de l'interprétation de Neyman-Persson.
C'est-à-dire que dans les fréquentistes, souvent, on a cet aspect en tête de je conclus versus je conclus pas, dès Ouais, lors que ma valeur P est inférieure au seuil alpha, typiquement 5%, 5%. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté-là un peu, un peu frustrant dans les statistiques fréquentistes, en tout cas dans cette approche-là particulière de contrôle de risque d'erreur, qui est que si ma valeur P ou mon intervalle de confiance contient par exemple 0, alors je ne vais pas pouvoir conclure et du coup mon étude ne sert pas à grand-chose. Tandis que dans l'approche bayésienne, effectivement, on a toujours une information en plus qui va nous permettre du coup de prendre des comportements en fait en fonction d'adopter des comportements qui vont être fonction de ce que cette information m'a apporté finalement. Mais à côté de ça, finalement, si on prend une approche un peu fischerienne du coup de la valeur P, où la valeur P finalement c'est juste une probabilité d'observer tel, par exemple, taux de contamination en portant le masque versus pas de masque. Euh, je me suis perdu dans ma phrase, mais la probabilité d'observer du coup tel taux de contamination dans le groupe contrôle versus expérimental, en partant du principe que normalement il ne doit pas y avoir de différence au niveau du port du masque, il y a quand même de l'information du coup qui serait véhiculée dedans. Mais effectivement, typiquement dans les statistiques fréquentistes, on a des seuils d'acceptation de l'hypothèse nulle et de rejet de l'hypothèse nulle en fait. Et c'est vrai que ouais, dans ce sens-là, elles sont rarement conclusives. Et du coup, ce que tu disais, ça me renvoie un peu à toute cette... en fait, une des manières dont dont la plupart des Bayésiens, entre guillemets, vont vendre Bayes, c'est justement, on peut supporter l'hypothèse nulle, on peut défendre l'hypothèse nulle grâce aux approches bayésiennes. C'est souvent un argument de vente, entre guillemets, de l'approche bayésienne. Avant, on ne pouvait pas donner de parole à l'hypothèse nulle. Maintenant, on peut justement défendre la possibilité que ça se trouve, les masques, on peut avoir en tout cas une statistique, un nombre qui va pouvoir quantifier notre nouvelle croyance en le fait que bah, les masques ne servent à rien, par exemple. Ce qui n'est ouais. probablement pas le cas. Mais du coup voilà, il y a cet intérêt-là, du coup, qui va être donné par les statistiques bayésiennes. Ouais. Ouais, il y a aussi peut-être autre chose toujours par rapport au masque, c'est que je pense que même très tôt, la plupart des gens pensaient que ça aurait un effet. La question, c'était pas tant est-ce que ça a un effet, c'était plus est-ce que ça a un effet suffisamment important Ouais, pour le rendre obligatoire. Et, exactement. euh, et, ouais, et donc, en tout cas, dans le langage bayésien, on décrit notre ignorance du coup sur l'effet par une loi de probabilité. C'est-à-dire peut-être on va dire que tel effet est probable, tel autre effet est improbable, voilà, et puis on va typiquement décrire ça avec toute une courbe. Tout à fait, ouais. Et, euh, et donc l'approche bayésienne, typiquement, on peut imaginer que si on a de plus en plus de données, cette courbe-là va se déplacer au fur et à mesure. Elle va se Mhm. concentrer souvent vers des valeurs plus probables, du coup. Il y a beaucoup d'incertitudes au début, puis on réduit au fur et à mesure. Exactement, ouais. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est que, bon, voilà, si on se fixait un seuil, il faut que ça soit, il faut que c'est au moins telle taille d'effet pour pouvoir rendre le masque obligatoire. Bah, Mhm. ça permet de suivre un peu plus dynamiquement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut aussi euh, réfléchir à l'incertitude qui reste et à comment la réduire. Mhm. Euh, et, euh, et au lieu de s'arrêter juste à une décision, garder cette décision et se dire, bon, bah, à ce moment, on se prend cette décision, mais on continue à faire la recherche, par exemple, parce que l'incertitude est encore trop grande. Ouais. Et du coup, là, on va la réduire. Et une fois qu'elle est suffisamment réduite, on peut se dire, c'est bon, l'incertitude est suffisamment réduite, on peut, Mhm. Ce qui on peut sera arrêter la recherche. Ce qui sera probablement là aussi peut-être une décision subjective, je suppose. À partir de quel degré de certitude je peux commencer à me dire, OK, je vais porter un masque, par exemple. Ouais. Donc là, c'est une question qui, on va dire, sort un peu du cadre des statistiques, puisque c'est une Oui, question un peu normative de décision morale, quoi, de mm, savoir tout à fait, ouais. quel est le seuil acceptable. Et il y a des arguments pour dire que l'approche bayésienne est plus compatible avec une certaine forme de prise de décision Mm, sous incertitude que l'approche, que les autres approches. mhm, Donc, je pense notamment à un théorème qui s'appelle le théorème de von Neumann-Morgenstern, qui essaie de raisonner par rapport à des. Donc, on doit prendre une décision, mais on sait que les conséquences des décisions sont incertaines. ouais, Et du coup, voilà, faut raisonner avec l'incertitude. Et ce qu'on veut, c'est avoir des préférences sur l'incertitude qui sont cohérentes. ouais, d'accord. Si on préfère l'incertitude A à l'incertitude B et B à C, on devrait préférer A à C aussi. Oui, tout à fait. Et OK. donc le théorème de von Neumann-Morgenstern, en gros, je simplifie un peu, mais dit que la seule façon de faire ça,
ça revient à calculer des espérances, Ouais, donc des espérances d'utilité. Et ces espérances-là, pour qu'elles aient un sens, en fait, il faut déjà un langage probabiliste tout à fait, ouais. à la base. Et le Ouais, bayésianisme est très adapté à ça. ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, l'approche de Bayes sera plus adaptée pour calculer ce genre d'espérance, quoi. Ouais, Mais du coup, c'est vrai que c'est des questions qui sont hyper intéressantes, justement, ce rapport un peu avec la certitude et l'incertitude. Enfin, concrètement, Bayes, c'est une approche qui va quantifier justement cette certitude et cette incertitude. Et c'est ça ouais, qui est vachement intéressant. Et ça m'amène du coup à la prochaine question du coup, que j'avais prévue, qui va encore une fois sortir un peu du cadre purement statistique pour aller un peu plus vers quelque chose d'un peu plus philosophique, je suppose. Mais il y a un élément un peu épistémologique du coup qui m'a toujours assez intéressé concernant du coup les différences fréquentisme, bayésianisme, c'est notamment cette approche de ce rapport à la réalité du coup qui est un terme très galvaudé, mais cette approche à la valeur réelle. Par exemple, si je m'intéresse à l'effet réel, par exemple, du port du masque sur le ralentissement de la propagation d'une épidémie, le fréquentiste va partir du principe qu'il existe une valeur moyenne réelle, tout type de masque confondu, de ralentissement du coup de la propagation, alors que le bayésien, lui, va plutôt considérer, si j'ai bien compris, qu'il y a une fourchette de valeurs probables et on va essayer du coup de se rapprocher, de la réduire le plus possible, mais jamais on n'arrivera à atteindre une valeur exacte. C'est vraiment ouais, juste qualifier l'incertitude et la réduire au maximum, comme tu disais, pour ensuite possiblement prendre un nouveau comportement. ouais. Donc il y a pas mal de ça. C'est-à-dire que dans un sens, pour un bayésien, si on suit vraiment le bayésianisme, donc quand je parle du bayésianisme, c'est vraiment suivre les lois des probabilités. C'est considérer que ces lois des probabilités qui sont le langage du savoir, que du Mm. coup, on ne peut pas s'en écarter. Et du coup, dans le langage des probabilités, il y a pas vraiment de mots pour dire la vérité. Enfin, il y a juste des probabilités de différents événements, de différentes choses. Et il faut calculer ces probabilités en appliquant les lois des probabilités. Et du coup, la question naturelle qui vient, c'est on sait que on va avoir des réponses probabilistes. Mhm. Donc, on sait qu'on va répondre avec des nombres entre 0 et 1. Oui, tout à fait, On ouais. va pas répondre oui ou non, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Et du coup, rien que la question, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, c'est même pas dans le langage, d'une certaine manière. Ouais, exactement. Parce que finalement, enfin, dans l'idée, tout serait plus ou moins faux. En fait, maintenant, le but du jeu serait d'avoir le moins faux possible, quoi. Si Ouais. j'ai bien compris, quoi. C'est- Ouais. Après, bon, il y a beaucoup d'autres technicalités, beaucoup de choses assez fascinantes Oui. dont il faudrait parler. Mais par exemple, un des aspects aussi c'est un long débat philosophique aussi, Mm. c'est quel est le but de la science? Est-ce que c'est d'avoir un modèle vrai du monde ou est-ce que c'est juste de prédire? Ouais. Et en fait, c'est très difficile d'inclure la notion de réalité ou de vrai dans les modèles, enfin, en tout cas dans le langage des probabilités. Et par contre, un truc qui marche très très bien et finalement c'est le plus utile quand on prend des décisions, c'est de faire des prédictions, d'essayer Ouais. de dire qu'est-ce qui est le plus probable entre ceci et celui-là. Donc, pas tant est-ce que le modèle est vrai, mais est-ce Mm. qu'il fait des prédictions qui sont fiables, sur lesquelles on peut faire confiance pour prendre ensuite des décisions. Euh, et, euh, et en cela, le bayésianisme a énormément de très bonnes propriétés liées aux prédictions. Ouais. Tout à fait, ouais. Mais enfin, finalement, ça pourrait même être une définition en fait de qu'est-ce qui est scientifique aussi, finalement. Être scientifique, ce qui est utile. Après, indépendamment de la réalité, encore une fois, à chaque fois, je me mets des guillemets là-dessus. Enfin, réalité, c'est vraiment un terme avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais quand on parle d'épistémologie, c'est un terme qui doit revenir nécessairement comme le terme vérité. C'est des concepts importants, mais qui, depuis quelques années, dans la plupart des écoles philosophiques, maintenant, sont vraiment remis en question. Enfin, on ne va pas non plus parler de postmodernisme, mais c'est Ouais. des choses, effectivement, qui… Peut-être pour teaser un peu mon livre, il y a un chapitre qui est en gros anti-réaliste. Ouais, euh, où- ouais, donc enfin, c'est surtout que je pense que le mot réalité n'est pas dans le langage des probabilités. Donc, au ouais, moins, on peut faire de l'épistémologie bayésienne sans jamais mentionner la notion de vérité. Et également, je pense que d'un point de vue un peu pratique, ouais, comme tu le dis, le mot vérité est parfois tellement galvaudé que rien que son utilisation peut poser davantage de problèmes qu'il n'en résout ouais, tout à fait, en ouais. pratique. Ouais, non, mais complètement. Je suis très d'accord là-dessus.
Du coup, il y avait quelque chose aussi qui m'a un peu arrêté quand on parle de ton livre. Du coup, à un moment donné, tu mentionnes que toi aussi, un jour, tu as déjà été fréquentiste. Et, c'est vrai que du coup, moment un peu biographique, mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à aller vers Bayes? C'est Ouais. la philosophie dans son intégralité ou je ne sais pas comment tu as découvert ça et qu'est-ce qui a été un déclic où tu t'es dit globalement, je vais me considérer comme bayésien à partir de maintenant. C'est- Alors, ça a pris des années, hein, c'est pas, c'est pas fait du jour au lendemain. Donc, comme je raconte dans le livre, notamment, ouais, j'ai enseigné, quand j'étais en thèse, j'ai enseigné des cours de façon très fréquentiste et je trouvais ça tout à fait normal. Mm, Euh, Dans le titre de ma thèse, il y a le mot bayésien, mm, mais je me considère absolument pas bayésien. Et, enfin, j'étais assez ignorant même du débat fréquentisme bayésien. Et c'est une série de choses. Donc, j'ai découvert à l'occasion de différents séminaires des mauvaises propriétés du fréquentisme. mm. Parce qu'on peut décrire, en tout cas, certaines méthodes fréquentistes comme des algorithmes. Ouais, Hein. On prend les données, on fait ci et on conclut. ouais, ouais, Et on peut étudier ces algorithmes et se demander est-ce qu'ils ont des bonnes propriétés. Ouais, il y avait certaines études qui montraient, bah voilà, en fait, ça, bah, vous allez toujours conclure avec ce biais, ou mm, ça, et ça, bah, voilà, avec probabilité 1, vous finirez par rejeter l'hypothèse nulle quand vous aurez assez de données. Voilà, ce ouais, genre de choses qui sont pas satisfaisantes. En tout cas, c'était ouais, pas propre. Et donc petit à petit, j'ai de plus en plus l'impression que l'approche, enfin, les méthodes classiques, en tout cas des statistiques, sont pas propres. C'est au sens élégance mathématique, je crois. ouais, Et de l'autre côté, il y a eu l'explosion du machine learning en ouais, 2015-2016, enfin bien avant ça, mais moi, ça m'a beaucoup frappé en 2015-2016. Du coup, j'ai beaucoup lu à ce sujet. Et dans tout le machine learning, en fait, euh, enfin, il y a moyen de lire des livres et des livres et de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, mm, quel est l'objectif? Quelle est la nature du machine learning? Quel ouais, est le Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que signifie apprendre? ouais, Et il y a des livres entiers comme ça. Ouais, il y a plein de théorèmes, mais ça avait l'air de passer à côté de. Puis d'un autre côté, bah, je commençais à lire aussi du coup sur le bayésianisme parce qu'il y a des méthodes de machine learning qui sont ouais, bayésiennes. Et, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc plus simple, c'est juste appliquer les lois des probabilités. ouais, Euh, donc juste la simplicité m'a pas mal séduit. Mais ça n'a pas suffi. Et petit à petit, ensuite, c'est découvrir des théorèmes qui montrent des très bonnes propriétés des lois des probabilités mm. en termes de prédiction, qui m'ont fait dire que, à un moment, bah ouais, j'ai fini par être séduit, mais ça s'est fait vraiment graduellement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est toute une initiation. Parce que c'est vrai que c'est un sujet bon, qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder dans cette interview, mais c'est vrai que le machine learning, c'est intéressant de voir qu'il existe aussi du coup des approches bayésiennes dessus et des approches fréquentistes finalement qui utilisent des choses qui se rapprochent de l'analyse de classification ou ce genre de choses qu'on fait assez typiquement. Maintenant, quel genre de modèle statistique, d'approche statistique correspondrait le plus avec la mise en place d'une vraie intelligence, par exemple? C'est une question assez intéressante. Ça fait penser un peu à toutes les théories du cerveau bayésien ou ce genre de choses. Et effectivement, comme tu disais, tu as parlé de simplicité de Bayes. J'aurais tendance à parler plutôt de côté intuitif aussi de Bayes finalement. Dans la vie de tous les jours, c'est plus facile de raisonner en tout cas de la manière de Bayes que de la manière de fréquentiste. Enfin, clairement, si on pensait de manière vraiment fréquentiste dans la vie de tous les jours, à chaque fois que je commanderais une pizza au restaurant, je ne la commanderais pas de la même manière. Ouais, Je devrais commencer à tout remettre tabula rasa et essayer de partir du principe que je vais comparer la margarita à un verre d'eau, quoi, finalement. Enfin, ce serait compliqué de partir sans prior, en fait, sans préjugés sur qu'est-ce que je vais penser de la margarita de ce restaurant que je ne connais pas. Et du coup, c'est vrai que ouais, dans la manière dont l'intelligence fonctionne, ça aurait peut-être du sens, mais je ne suis pas du tout expert sur la question, hein, mais d'utiliser peut-être des modèles bayésiens pour simuler l'intelligence plutôt que fréquentistes, en tout cas, qui ont moins de rapport avec la manière dont on fonctionne. ouais. Alors, Ouais. une remarque que j'aimerais faire par ça, c'est que je pense que en fait, le bayésianisme est intuitif pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de ces Oui. questions. Mm. Lorsque tu réfléchis pas du tout à ça, tu dis, bon, bah, on te pose la question, est-ce que ça te paraît probable? Bah, je pense que la plupart des gens vont juste répondre oui ou non, ils vont pas se dire, mais est-ce que la probabilité a un sens? Ouais. Et je Mm. pense qu'en fait, c'est plus avec l'éducation qui, Mm. aujourd'hui, l'éducation statistique est majoritairement, même largement, beaucoup plus fréquentiste que bayésienne.
Ouais. qu'on désapprend à cette intuition bayésienne. Mmh. Et pour quelqu'un qui a fait beaucoup de statistiques, et par exemple, c'était mon cas Mmh. en tant que thésard, quand j'étais en thèse, c'était très difficile de penser de façon bayésienne parce qu'on a tellement l'habitude de se dire bon bah voilà, les données, on oublie les a priori, on fait notre sauce ça et puis on conclut. Et du coup, ouais, l'éducation forme, c'est pas toi que je vais apprendre, mais change un peu comment on réfléchit. Et, du coup, l'apprentissage aux statistiques usuelles, classiques, Ouais. nous fait perdre Ce certaines intuitions. côté-là, ouais. Et c'est vrai que ça, c'est une question qu'on a l'habitude en plus de débattre dans mon laboratoire, mais pourquoi finalement on n'a pas de cours sur Bayes aux licences? Pourquoi est-ce qu'on n'en donne pas à nos étudiants de licence des cours sur Bayes? Et c'est vrai que finalement, en fait, la réponse est complexe, je pense, parce qu'il y a plusieurs réponses finalement. Déjà parce que bah, les enseignants ont eux aussi appris l'approche fréquentiste et ne se sont jamais vraiment familiarisés avec l'approche bayésienne. Et à côté de ça, en plus, si on devait, parce que nous, dans l'idée, on se disait, ce serait bien de leur apprendre l'approche fréquentiste, l'approche bayésienne, leur apprendre un peu tout ce qui les différencie et essayer un peu de leur donner toutes les billes pour ensuite se faire leur propre idée des probabilités et du bon usage des probabilités finalement. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça nécessiterait aussi probablement des cours d'épistémologie derrière, ça nécessiterait finalement beaucoup de choses. Et du coup, ça fait un peu, ben, du coup, ça rejoint un peu la prochaine question que je voulais te poser, mais la popularité finalement de l'approche fréquentiste en comparaison à l'approche bayésienne, qui du coup est beaucoup moins utilisée. Enfin, moi en tout cas, je sais que dans ma discipline, je lis énormément de papiers évidemment, et c'est extrêmement rare de tomber sur un Bayes factor ou quoi que ce soit lié à l'approche bayésienne. C'est quelque chose d'une très grande rareté en psychologie. Ça arrive, mais c'est rare. Et du coup, cette popularité-là, est-ce que tu penses qu'elle serait due par exemple à... Parce que du coup, tu parlais de la simplicité de Bayes, mais il faut avouer aussi que, comme tu disais, finalement, dans l'approche fréquentiste, il y a cet aspect un peu process, finalement, de je te donne mes données, je te dis rien d'autre que mes données, et tu me la compares à la valeur 0, et tu me dis si c'est différent ou non de 0. Il y a quelque chose d'extrêmement simple aussi, juste dans l'approche fréquentiste. Est-ce que tu penses que c'est dans la complexité, finalement, peut-être de l'approche des calculs bayésiens, en tout cas, que va y avoir cette différence de popularité qui va se jouer aussi? Ouais, clairement, le mot simple n'est pas simple. Ouais. C'est un de ces mots ouais, trompeurs. Mais en fait, la formule de Bayes et enfin, les lois des probabilités sont simples en un sens où écrire les axiomes des probabilités est extrêmement facile. Mm. Écrire un algorithme aussi qui applique les lois des probabilités, c'est extrêmement facile. Ouais. Par contre, ce qui est très problématique, c'est de faire les calculs. Mm. Faire les calculs du bayésianisme, on peut prouver que c'est en gros impossible. Euh, dans certains formalismes, c'est même incalculable en un sens. Ouais. Dans d'autres formalismes, c'est ce qu'on appelle NP dur, c'est-à-dire qu'une machine, il faudrait beaucoup plus que le temps de l'univers pour répondre à des questions relativement simples de Ouais. probabilité. Tout à fait. Ouais. Mm. Donc, clairement, le bayésianisme n'est pas applicable en pratique. C'est dire qu'il faut être bayésien, en fait, c'est un mensonge. Ouais. On ne peut pas être bayésien. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, il ne faut pas être, en tout cas, il ne faut même pas essayer d'être purement bayésien. Ouais. Ouais. Donc, donc, je trouve que c'est quelque chose qui est souvent qui devrait être dit davantage. Je pense que l'argument implacable contre le bayésianisme, c'est que les calculs sont impossibles. Mm. Je pense Ouais. que c'est un truc qu'il faut se rendre compte, et à la fois pour les ordinateurs, et à la fois pour le cerveau humain, et tout ça. Mais, ouais. Et donc, étant donné ça, on est obligé de faire des approximations du bayésianisme. Donc, il y a énormément de façons de faire des approximations du bayésianisme. Il se Mm. trouve qu'il y a un cas particulièrement commun qui est les essais cliniques randomisés contrôlés, Ouais. où on a des données où on a des données pour lesquelles appliquer les lois des probabilités est très similaire aux méthodes fréquentistes. Ouais. Mais oui, oui, Si on rajoutait un a priori en plus, exactement. fréquentiste plus a priori, Mm. c'est très proche que. Et donc, et en plus, bon, il y a des trucs de. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si on étudie des modèles, on peut un peu pénaliser le nombre de paramètres qu'ils ont. Mhm. Et puis,
prendre le meilleur. Et ça, en fait, c'est assez proche des méthodes bayésiennes, tout en restant potentiellement très fréquentiste. Ouais. Et ce sont des très bonnes approximations, finalement, de la formule de Bayes. Et donc, j'aurais tendance à vraiment encourager à faire ça. Là où j'ai un peu plus de préoccupation, c'est sur… il y a quand même un aspect assez récurrent. Donc, par exemple, si vous utilisez des méthodes fréquentistes, souvent, il y a des méthodes, par exemple, de maximum likelihood, de Oui, tout à fait, de maximum de vraisemblance. Ouais. vraisemblance, qui ont le défaut de ne pas avoir d'a priori. Bon, il suffit de rajouter un a priori, techniquement, on peut le corriger. Donc, après, on appelle ça un maximum a posteriori. Ouais. Et le défaut du maximum a posteriori, c'est que ce n'est pas tout à fait la formule de Bayes dans le sens où ça conclut avec un seul modèle. Oui, ok. Donc, je pense que c'est en pratique, un seul modèle, s'il fait 1 milliard de paramètres, on n'a pas envie d'en avoir 1 million Ouais. de modèles qui font 1 milliard de paramètres. Donc, c'est très bien d'avoir un seul modèle. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'en a qu'un seul, quoi, et que c'est une des limitations de ce Ça qui a reste été pauvre. fait. Ouais. Ouais. Donc, je pense que c'est important de réfléchir en ces termes, de se dire, on a des méthodes qu'il faut appliquer en pratique. Elles sont toujours approximativement bayésiennes. Un modèle bayésien, ça n'existe pas, Oui. sauf de façon théorique, mais en pratique, aucun des modèles est purement bayésien. C'est Oui. juste des approximations de la formule de Bayes. Je pense que c'est la bonne approche, mais il faut garder à l'esprit que ce ne sont que des approximations de la formule de Bayes. Ouais, tout à fait. Ouais. Encore une fois, un principe d'incertitude. C'est Ouais. toujours une estimation en tout cas. Mais c'est vrai que typiquement, l'utilisation qu'on voit le plus souvent, en tout cas, comme je te disais déjà, on voit très rarement finalement des utilisations de l'approche bayésienne dans nos papiers. Et globalement, à chaque fois qu'il y en a une, c'est toujours des priors indifférenciés qui sont utilisés. Donc du coup, finalement, Ouais. on part sans a priori. Et la question que je me pose souvent, c'est quel est l'intérêt de faire une approche bayésienne quand on part sans a priori? Pourquoi pas justement utiliser l'approche de maximum likelihood, de vraisemblance maximale, ou même du fréquentisme en fait. J'aurais presque l'impression que finalement le fréquentisme serait plus efficace sans préjugés que l'approche bayésienne sans préjugés, quoi. Mais, Ouais. Tout dépend aussi, justement, la question c'est à quel point le préjugé a une importance. Et particulièrement si on a énormément de données, qu'on se pose des questions simples, ouais, on peut démontrer que l'a priori a peu d'importance et il va se dissiper. Et ouais, dans beaucoup de cas, c'est le cas. Donc, ça va être très très bien d'appliquer les méthodes fréquentistes. Mais dans d'autres cas, on a beaucoup de préjugés justifiés et ouais, on a peu de données. Donc, un exemple typique de ça, c'est toute la crise du Covid. ouais, On sait énormément sur les virus, sur la propagation, sur les modèles épidémiologiques, mais on a très très peu de données fiables, en particulier sur le Covid, surtout au début de la crise, mais même aujourd'hui. mhm, Et lorsqu'on est dans ce genre de situation, c'est là que la distinction fréquentiste bayésienne devient extrêmement importante. ouais. En particulier, les a priori jouent un rôle très important. Ouais, c'est hyper intéressant comme approche justement de se poser la question de quel est mon niveau de théorie a priori et est-ce que j'ai beaucoup de données ou pas. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit être assez déterminant à mon avis dans le type d'approche qu'on va pouvoir utiliser. Ouais. Un Ouais, peu cette balance qu'on va avoir entre théorie et données, quoi, finalement, encore une fois. ouais. Du coup, pour en revenir aussi aux articles de psychologie ou de sciences en général qui sont écrits souvent avec des méthodes fréquentistes, on conclut souvent rejet ou non de l'hypothèse nulle. Ouais. Si on veut rendre la chose un peu plus bayésienne, et en fait c'est ce qui est fait en pratique, c'est de commencer par une revue de littérature, de se dire, bon, bah voilà tout ce qui a été fait, sachant cela, on peut imaginer blablabla. Mhm. Et ensuite, après l'analyse de données, dire, bah voilà, sachant que la p-value est très faible, Mhm. ou sachant que l'intervalle de confiance est très éloigné de zéro, Ouais, si vous pensiez que zéro était probable, vous devriez complètement changer d'avis, beaucoup changer d'avis en tout cas. tout à fait, hein. Et on peut aussi avoir des discussions plus fines sur bon, voilà, la taille des faits, à quel point ça devrait se recentrer vers la valeur estimée Ouais. dans l'article, des choses dans le genre. Ce qu'on appelle true mean. Enfin, du coup, on dit valeur réelle du coup dans l'approche fréquentiste, et j'imagine que c'est aussi un mot pas très autorisé dans l'approche bayésienne de parler Ouais, de vraie ouais, moyenne, hein. Mais ouais, donc alors, il y a aussi une autre question qui est liée à ça, c'est que souvent dans les méthodes fréquentistes, la philosophie un peu de fréquence qui est liée à ça, on va chercher des fréquences moyennes sur des grandes populations. mhm, Et ça peut être intéressant dans pas mal de cas. Par exemple, estimer le taux de reproduction actuel du virus. Voilà, mhm, dans pas mal de cas, c'est intéressant. Mais dans beaucoup de cas, en fait, par exemple en médecine ou dans beaucoup de questions, en fait, ce qu'on veut, c'est plus des prédictions personnalisées.
c'est pas savoir qu'est-ce qui se passe en moyenne, c'est plus enfin, personnaliser parfois au niveau de l'individu ou parfois au niveau d'une Ouais. sous-population. Et se dire, voilà, pour cette sous-population, pour les gens qui regardent YouTube 3 heures par jour, enfin, je sais pas, qu'est-ce que toutes ces données me disent pour cette sous-population-là. Ouais. Et donc parfois, donc, il y a des méthodes de stratification dans les méthodes fréquentistes pour essayer Oui. d'identifier ça. Mais ouais, bon, la stratification, il y a plein de choses à dire Des sur la clusters. stratification, mais ce qu'on veut souvent, c'est, par exemple, en psychologie empirique, souvent on a des données sur des étudiants, par exemple, d'université, parce que c'est eux les sujets, Mhm. et on a peu de données sur les personnes qui ont Les 40 autres. ans. Ouais. On est obligé d'extrapoler. Ouais, ouais. Et cette extrapolation, la méthode de stratification, a priori, elle ne le fait pas. Non. Mais par contre, d'un point de vue bayésien, on peut se poser la question de à quel point telle donnée, ou de façon quantifiée ou non, ou juste de façon Mhm. intuitive, à quel point est-ce que les données qu'on a calculées, par exemple, sur tel effet psychologique pour cette sous-population, est-ce qu'elles se généralisent? Quelle est la probabilité, d'après nous, qu'elles se généralisent? Et ça, on peut s'appuyer sur toutes sortes d'expériences passées de généralisation pour répondre à ce genre de questions. Ça, c'est super intéressant. Ouais. C'est typiquement une application du coup de l'approche bayésienne qui me serait vachement utile et que je n'ai Ok, jamais super. pensé à faire. Mais parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en psychologie, on est confiné à étudier nos cobayes préférés qui sont nos étudiants. Et c'est vrai qu'en termes de générabilité de nos effets, c'est souvent compliqué d'estimer dans quelle mesure est-ce qu'on est en train de se tromper quand on conclut sur l'humain, alors que Ouais, finalement, en fait, on conclut sur des étudiants qui ont toutes leurs propres problématiques en plus. Enfin, je veux dire, généralement, cette classe d'âge qu'on étudie, qui est entre 18 et 22 ans, c'est quand même pas une classe d'âge où il se passe rien psychologiquement, quoi. Globalement, ouais. il y a beaucoup d'angoisse, on retrouve beaucoup de pathologies dans cette population-là. Enfin, c'est une population qui est particulière, quoi. Ouais. Mais du coup, en tout cas, bon, pour sortir un peu du coup des comparaisons toujours fréquentistes bayésiennes qu'on a pu faire jusque-là, toi, si tu devais du coup nommer selon toi le plus bel aspect en termes presque esthétiques, à un moment donné dans l'interview, tu as parlé finalement de quelque chose d'esthétique, de beau finalement dans la formule de Bayes. Ça, je crois en tout cas, sauf si je l'ai inventé. Mais qu'est-ce Ouais. que tu penses quel serait ce plus bel aspect qu'on devrait retenir, en tout cas que les personnes qui regarderont cette interview devront retenir selon toi? C'est difficile de prendre une seule chose. Donc, Ouais. donc, donc moi, enfin, je vais prendre un truc ce que j'ai étudié récemment. Euh, mais lequel? Donc, il y a un théorème qui n'est pas très connu, qui est le théorème enfin, du coup, je l'appelle, parce que j'ai eu personne de l'appeler, le théorème de l'argument d'autorité bayésien, qui dit la chose suivante, c'est si jamais vous rencontrez un bayésien, un pur bayésien, donc c'est un modèle idéal, hein, Ouais. qui a strictement plus de données que vous et qui avait les mêmes a priori que vous, alors vous devez croire tout ce qu'il dit Ok. en termes de prédiction. Ah, Et donc ça c'est un théorème, c'est-à-dire on peut le formaliser, le démontrer, ok. et ouais, ça montre la validité de l'argument d'autorité sans argument. Le mec a juste besoin de dire ce qu'il pense et on le croit tout de suite. Et il y a un autre résultat qui construit à partir de ça, qui est le théorème de agreement, de l'accord trouvé par un mec qui s'appelle Aronson. Une première version de ce théorème qui est je ne sais plus, un prix Nobel d'économie, j'aurais pu retrouver son nom, Robert Aumann. Ok. Et ensuite, Aronson a amélioré le théorème, qui dit que si vous mettez deux Bayésiens qui ont initialement le même a priori, qui vivent des vies très différentes et du coup on collecte des données très différentes et puis se rencontrent un jour et maintenant ils sont en désaccord sur un événement, dire au hasard, je sais pas, la probabilité que le PSG gagne la Ligue des Champions en 2021. Il y en a un qui pense que c'est 30%, l'autre pense que c'est 80%, ils ne sont pas d'accord, ils commencent Mhm. à débattre. Et la question c'est, est-ce qu'ils vont finir par se mettre d'accord juste en débattant? Ouais. Et ce que Aronson a démontré, c'est que non seulement ils se mettent d'accord, mais en plus ils peuvent se mettre d'accord avec un algorithme, avec une discussion incroyablement simple. C'est chacun va dire ce qu'il pense. Donc Ouais. le premier va dire, moi je pense 30%. Et le deuxième, ce qu'il va se dire, c'est qu'il va dire, ah tiens, lui il pense 30% et il a plein de données, et puis c'est un bayésien, on va supposer qu'il est honnête et tout ça. Du coup, ces données indiquent que c'est beaucoup plus faible que ce que je pense qui est 80%. Du coup, je vais mettre à jour mes croyances et peut-être qu'il va du coup dire 70%
10%, quelque chose comme ça. Ouais, il va, selon son préjugé à la base, s'il était plus ou moins fort, il va y avoir un processus de normalisation, du coup, en quelque sorte, C'est de ça. conformisme. C'est ça. Et le premier qui va entendre 70%, il va se dire: «Ah, l'autre a vécu des données, tout ça». Du coup, il va augmenter aussi. Et en fait, ce qu'Aronson a montré, c'est qu'ils vont converger et, avec relativement peu d'échanges, quoi. Donc, Ok, voilà, intéressant. dans un sens un peu plus formel. Mais tout ça pour dire que si on débattait très très mal, c'est-à-dire juste chacun dit ce qu'il pense, mais si on était bayésien et honnête, alors tout se passerait bien. Et honnête, ouais, et honnête, c'est Ouais, important aussi. Mais ouais, tout ouais, à fait, honnête. ouais, du coup, ouais, il y aurait du coup un processus de convergence qui se ferait. Après, est-ce que la convergence, enfin, bon, est-ce que la convergence, du coup, serait un reflet aussi de la réalité? Est-ce que Ouais, finalement, enfin, c'est ça après aussi des questions. ouais, il convergerait vers donc le postérieur idéal, c'est-à-dire celui qui connaîtrait enfin, toutes les données des deux bayésiens, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est même une bonne convergence. Et Moi, ça finalement, irait. enfin, ouais, c'est ça. Finalement, on peut trouver aussi, encore une fois, je réussis à tracer des liens, en tout cas dans ma tête, mais par rapport à la question que je voulais te poser après, c'était déjà, est-ce que enfin, tu es un peu, tu as déjà entendu parler du coup de crise de la réplication? C'est quelque chose Ah que, oui, parce que du coup, je sais que du coup, toi, tu travailles surtout dans un département, tu es médiateur scientifique, du coup, dans un département de mathématiques, euh, d'informatique. d'informatique, excuse-moi, c'est d'informatique, donc du coup, j'imagine que les crises de la réplication est un peu moins peut-être abordé, j'imagine, dans ton département que dans le nôtre. En sciences humaines, on est un peu plus touché par ce genre de choses. Mais du coup, oui, Ah, tu vois ce que c'est En en gros. informatique aussi, en informatique aussi, il y a des problèmes de réplication. Ouais, Alors, moins parce que du coup, c'est plus facile de partager le code si c'est des simulations. Mais par contre, c'est des données privées, c'est plus compliqué. ah Et il y oui, a aussi un problème aussi, c'est que beaucoup de modèles sont randomisés. Du coup, même si on relance les simulations, ça donne un résultat différent. ouais, tout à fait. Ouais. Il faut Et des... il y a des problèmes de hacking aussi, enfin, d'équivalent de p-hacking ouais. sur d'autres métriques. Et c'est vrai que j'en parle un tout petit peu aussi dans ce MOOC, du coup, dans un épisode précédent, du coup, par rapport à la vidéo de quand ils la regarderont, mais sur les problèmes de reproducibilité. Alors, du coup, on parle plutôt de reproducibilité plutôt que de réplicabilité, quand il s'agit juste de reprendre des données, d'essayer de retrouver ce que l'autre personne a pu faire. Et en intelligence artificielle, notamment, ils ont quelques problèmes de code sharing, en fait, de partage de code, où c'est parfois compliqué de partager du code parce que c'est la propriété d'une entreprise, par exemple, ou Ouais. ce genre de choses. Mais globalement, en fait, la plupart dans ces cas-là, en tout cas, le responsable sera plutôt finalement soit des dépendances à un certain système de traitement, j'imagine, soit le fait qu'on ne peut pas partager du code ou qu'on ne peut pas partager aussi des données qui vont compliquer la chose. Mais du coup, il y aura rarement, comme question posée, un faux positif à l'origine, quoi, finalement. Ce sera, voilà, si ça réplique pas, c'est pas tant parce qu'il y a eu un faux positif à l'origine, je suppose. Alors, si on a des algorithmes randomisés, ce qui peut arriver, c'est Ah oui, que le hasard fasse mal les choses. on les a lancés plein de fois et puis par accident, une fois, il a battu l'état de l'art Ouais, et tout du à fait. coup, Ouais. l'article a été publié. Ouais. Donc, Bah, ça peut arriver aussi. effectivement, ouais, c'est le risque de la randomisation aussi, c'est qui Ouais. fasse mal les choses. Mais, euh, mais du coup, en tout cas, dans ce contexte de crise de la réplication que pas mal de disciplines connaissent, en tout cas, bah, si ce n'est toutes, du coup, comme on disait, finalement, moi, de temps en temps, ça m'est arrivé dans le MOOC de prendre des exemples issus de la chimie aussi, enfin, comme quoi, Ouais. finalement, on peut trouver des exemples un peu dans toutes les disciplines. Mais est-ce que tu penses, du coup, que l'approche bayésienne pourrait avoir, du coup, une place importante, qu'on pourrait finalement trouver une place importante dans ce contexte de crise de réplication, qui pourrait finalement même en faire une approche privilégiée par rapport à l'approche fréquentiste, quelque chose que l'approche fréquentiste échouerait à apporter dans ce contexte-là, que l'approche bayésienne pourrait apporter. Je ne sais pas si tu as des idées là-dessus. Alors, je sais pas si, je pense que ça serait plus quelque chose de complémentaire, hein, pour le Mm. coup. Mais si on raisonne plus en termes de chaque analyse de données, chaque article va juste changer ce que je crois. Ouais, Et si, en particulier, les articles, alors c'est toujours compliqué parce que c'est pas forcément l'intérêt des chercheurs de faire ça, enfin des gens qui cherchent à publier. Mais si les articles expliquent un peu plus quel est le biais de sélection probable, parce que l'un des gros problèmes, c'est le biais de sélection, ouais. c'est le fait qu'on ait lancé sans expérience et qu'on rapporte uniquement les 3-4 qui ont marché, par exemple, Les valeurs P inférieures à 5, à 0,5, quoi. Ouais, typiquement. ouais. Euh, et donc ça, enfin, le problème, c'est que du coup,
on le problème, c'est que comme on a sélectionné ces données-là, ça va nous faire mettre plus à jour que ce qu'on devrait. Si on avait vu toutes les données, on Ouais. s'attendrait à ce qu'il y ait du bruit. Et donc, s'il y a un peu une discussion de ça, notamment sur, en gros, une discussion sur à quel point on devrait mettre à jour nos croyances à la fin de chaque article, Ouais. et notamment, par exemple, comparativement à d'autres études. Donc, c'est une étude Mmh. avec 10 sujets. Bon, bah, on va peut-être pas mettre à jour tant que ça, même si p-value est inférieur à Ouais. 5%. Ouais. Mais, mais si on est une étude beaucoup plus grande, là, on pourrait se dire, bon, bah, voilà, avec l'autre étude, on pouvait croire et on pouvait mettre un peu à jour dans ce sens, Mmh. mais avec cette nouvelle étude plus grosse, on met à jour beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante dans Mmh. l'autre direction. Ouais. Donc, voilà, ça serait plus. On peut quantifier ça, hein, bien sûr, Ouais. avec des facteurs de Bayes et tout ça, mais je pense que ça serait pas forcément plus efficace de le quantifier, et je pense que ça serait plus une bonne habitude à prendre, Mmh. de toujours signaler à quel point voilà, ces données changent ce qu'on croyait ou ce qu'on devait croire. Ouais. Et, Ou même leur capacité finalement méthodologique en quelque sorte à convaincre, finalement à faire changer du coup nos hypothèses de base. Bon, chez les fréquentistes, du coup, on a toujours cette notion de puissance statistique qui revient énormément, surtout dans le, dans le contexte de la crise de la réplication, en fait. C'est ouais, quelque chose d'extrêmement central. C'est vrai que du coup, de plus en plus, par exemple, il y avait Simine Vazir et j'ai oublié le nom de son collègue qui avait décidé de classer des journaux en fonction de leur puissance statistique. Enfin, je trouvais ça assez intéressant comme approche. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose de central dans le contexte actuel de s'assurer que tout le monde ait une bonne puissance statistique. Et finalement, par rapport à ce que tu dis, ça me ferait presque penser un peu à quelque chose de très lié, quoi, mais quel pouvoir de changement de croyance va avoir cette étude-là par rapport à une autre? Ça pourrait être un peu l'équivalent de se poser la question de quelle puissance statistique j'estime, avec moi ma propre représentation de la taille des faits qu'ils devraient observer et leur échantillon, leur taille d'échantillon. Dans quelle mesure ouais, est-ce que je suppose qu'ils ont vraiment les moyens de détecter un effet s'il existe? C'est vrai que c'est des choses qui ouais. pourraient être assez intéressantes à quantifier, même d'un point de vue purement bayésien, du coup. Ouais. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont plus difficilement quantifiables, mais qui juste pourraient faire largement l'objet d'une discussion pour le coup. C'est bon, parfois on a des données qui ne sont pas des essais cliniques randomisés. On sait qu'il y a des biais, des facteurs de confusion qui peuvent arriver. Euh, et du coup, avoir une discussion qui essaie de tenir compte autant que possible de tout ça, et qui mesure de façon un peu plus informelle Ouais, à quel point on doit changer d'avis, sachant tout ça, quoi, cette analyse. Et là ça deviendrait particulièrement pertinent parce qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas des essais, enfin, des données idées. bah, oui, suffisante. Mais ouais, non, c'est des approches, à mon avis, qui pourraient vraiment gagner ouais, à se développer, en tout cas. Enfin, de toute façon, nous, je sais qu'en psychologie, de toute façon, on est en pleine révolution en ce moment. Il se passe énormément de choses dans notre discipline. On est un peu le point de départ, d'ailleurs, de pas mal de changements. Il y a pas mal de changements qui s'amorcent dans plein de disciplines. Et puis, Ouais, finalement, enfin, je dis ça toujours avec un certain orgueil, mais c'est vrai qu'en psychologie, je pense qu'on a été les premiers aussi à essayer de créer ce genre de choses, dans le sens où on était les premiers à se rendre compte que déjà on avait des fraudeurs, mais ça c'est une question un peu à part. Mais en plus de ça, on se rend compte qu'on a un taux de faux positifs énorme dans nos littératures. Enfin, il y a des estimations ouais, qui estiment que seule une étude sur trois va répliquer en psychologie sociale, par exemple, ce qui est des choses qui font un peu peur quoi, quand on voit que. ouais. Enfin, Enfin, je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais en maths, enfin, il y a déjà eu quelqu'un de très connu, même si j'arrive plus à retrouver son nom, un prix Turing, enfin quelqu'un de Leslie Lamport, ouais, qui disait que d'après lui, il y a dans une publication de mathématiques sur trois, il y a un théorème faux, d'après lui. ah ouais, Et, enfin, ça ne m'étonnerait pas. Enfin, je parierais un truc de cet ordre de grandeur, peut-être un peu plus faible, mais pas forcément beaucoup plus faible. et, Voilà, faire des sciences solides, c'est ouais. vraiment, vraiment difficile. D'autant plus que pour les mathématiques, on s'attendrait justement, de par le fait qu'ils aient un langage formel, enfin, on s'attendrait à quelque chose de parfait et de pur. Enfin, c'est un peu la représentation qu'on a des mathématiques aussi, généralement. Enfin, c'est vrai que typiquement, moi, dans ce MOOC-là, je sais très bien quel genre de population, de discipline je vise. Et les Ouais. mathématiques n'ont jamais vraiment fait partie de ce genre de population, dans le sens où je ne m'attendrais pas trop à avoir des problèmes de reproducibilité dans les mathématiques. Ouais. Mais Ouais, et comme. puis c'est toujours compliqué parce que
les articles sont écrits à plusieurs, donc Ouais. des bouts de preuve sont écrits par quelqu'un, puis par quelqu'un d'autre. On saute souvent des étapes pour rendre le truc plus digeste, plus facile à lire. Oui, C'est vraiment pas facile. Juste trouver une erreur dans son propre raisonnement, c'est vraiment, vraiment difficile. ouais. Et puis, on peut imaginer si un article est écrit à 5, il peut avoir des pressions, enfin c'est une publication scientifique, ça a de la valeur. Pour certains, c'est vraiment, ceux qui rentrent dans le marché du travail, c'est voilà, c'est une Ouais, question c'est d'avoir un job ou pas, quoi. l'avenir qui se joue. Ouais. Et du coup, c'est compliqué aussi les mécanismes pour corriger un article, enfin, Ouais. c'est pas Bah, facile. encore une fois, du coup, ça revient un peu aussi sur les pressions à la publication et la manière dont le système est fait actuellement avec une survalorisation finalement enfin, de H-index ou ce genre de choses, quoi, finalement. On Ouais, revient encore sur les tenants politiques un peu de la crise de la réplication actuelle, quoi. Mais ouais. du coup, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pas mal abordé dans le MOOC, en tout cas. Et du Ouais. coup, pour finir un peu l'interview, en fait, comme je t'avais envoyé, je t'avais envoyé un petit comics qui vient de Saturday Morning Breakfast Comics, je ne sais pas si tu connais, mais Ouais. moi, c'est un de mes créateurs de comics préférés, je crois. Il a tendance à faire des blagues parfois un peu graveleuses, mais qui sont toujours très drôles et assez souvent assez intelligentes. Et du coup, il y en a une du coup sur Bayes et le fréquentisme. Je ne sais pas si du coup tu l'as vu ou pas ce comics. Moi, je vais l'afficher à mon avis par-dessus. Si tu veux, je peux aussi l'afficher là, mais je crois que je te Euh, l'avais envoyé. Attends, je vais essayer de l'afficher du coup en utilisant le super partage d'écran. Si je sais je, comment. je l'ai sous les yeux en tout cas. Ah, tu l'as sous les yeux, voilà. Ouais. Mais du coup, moi, je vais l'afficher par-dessus ensuite, montage post-prod. Mais du coup, voilà, ouais, ce comics un peu rigolo du coup du Bayésien fou qui décide de créer sa machine à générer des hypothèses, quel que soit leur degré de probabilité finalement. Et étant donné que dans la formule de Bayes, finalement, le dénominateur, c'est toujours les hypothèses alternatives. Plus on va Ouais. mettre de choses dans ce dénominateur, plus finalement la probabilité de l'hypothèse, alors lui dans cet exemple, c'est je vais mourir un jour, du coup devient petite à mesure qu'il ajoute des choses absurdes. Puis finalement, ça finit sur lui en train de se rentrer un couteau dans le ventre et ça finit sur le enfin, comment on appelle ça, la chute de la blague. Tu vois, c'est pour ça que je suis fréquentiste. Finalement, c'est un Ouais. comics qui m'avait beaucoup fait rire. Et du coup, lorsque j'avais montré ça du coup à mon collègue que tu as vu un peu plus tôt d'ailleurs, du coup, qui lui est très, en tout cas aime beaucoup l'approche bayésienne, il m'a tout de suite du coup m'a bondi dessus pour souligner un peu les erreurs de raisonnement qu'il y a dans cette planche. Je Ouais. ne sais pas Ouais, si donc, tu veux commenter, ouais. alors j'ai pas lu en détail, mais c'est de ce que je comprends de l'idée. La principale erreur, c'est l'idée qu'en rajoutant plus de théories, on va réduire la probabilité d'un événement. Mm. En fait, la probabilité de l'événement va juste dépendre des théories, mais pas forcément. Et du coup, bah, a priori, ça va pas tendre vers zéro. Ouais. Donc, C'est ça, ouais, de toute façon, enfin, il est impossible que la théorie aussi à la base devienne suffisamment improbable pour que ça mérite peut-être de tenter de se planter un couteau aussi dans le ventre. Et, ouais, et a ouais, priori, si toutes les hypothèses qu'il rajoute à chaque fois sont extrêmement proches de zéro, par exemple, une des hypothèses qu'il proposait, c'était quelque chose du type personne n'est jamais mort, ils sont juste en train de dormir. Typiquement, c'est une probabilité sur laquelle je mettrais un prior extrêmement faible finalement. J'aurais tendance à ce qu'il ouais. soit extrêmement proche de zéro. En tout cas, il Ouais, flirterait moi, très j'ai presque fortement. envie de retourner la planche à l'envers et dire, imagine un fréquentiste qui ferait un discours et qui, du coup, pour savoir si les hommes enfin, si les hommes sont tous mortels, bah, il appelle ça H0. Et Ouais, puis, il collecte un jeu de données qui va prendre l'ensemble de tous les humains. Et, euh, et la question, c'est de savoir est-ce que tous les humains vont mourir. Bah, empiriquement, il y a eu 100 milliards d'humains dans l'histoire de l'humanité. Il y en a 7 milliards qui sont jamais morts. ouais, Donc ça fait 7% de chance d'être immortel. ouais. C'est pas mal comme manière d'estimer la chose, hein. Ça nous donne de. Et là, la p-value, elle est énorme. Pas de problème. Ouais, ouais, sans doute, ouais. Sans doute. Elle est très, très, très faible. Ce sera un calcul amusant à faire. En tout cas, merci beaucoup du coup d'avoir été là du coup pour cette interview. C'était hyper intéressant comme discussion et j'ai été super content de l'avoir avec toi. Ah, chouette. Et J'espère que ça puis a pu du coup, clarifier quelques points. comment?
J'espère que ça a pu clarifier un peu le bayésianisme. Bah, j'espère effectivement que du coup ça a pu en tout cas intéresser et, ceux qui vont faire ce MOOC et qui sont pas forcément bien au point avec Bayes et qui du coup auront envie d'aller plus loin là-dessus parce que c'est vrai que c'est une approche, comme on en a déjà discuté, qui n'est pas encore très popularisée mais qui, à mon avis, va se populariser. À chaque fois, Ouais. finalement, on mentionne beaucoup le nom de Bayes dans des discussions, finalement ça arrive assez souvent, puis finalement on se rend compte que bah, on ne connaît pas bien Bayes en fait, mais c'est des Ouais. choses qui probablement vont changer. En tout cas, je pense que c'est des choses qui changent déjà. Ouais. Du coup, en tout cas, merci beaucoup du coup d'avoir pu apporter ce point de vue du coup sur cette approche qui est vraiment fascinante et hyper intéressante. Et puis du coup, encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, ton livre du coup sur la formule du savoir du coup donne vraiment de très très bonnes approches pour bah, se familiariser vraiment avec cette formule. Même quand on part avec un niveau de connaissance zéro, finalement, on va pouvoir quand même comprendre de quoi en fait, de quoi il s'agit vraiment en fait, du coup, l'approche bayésienne. Donc du coup, c'est un livre vraiment D'accord. que je recommande volontiers. Merci Merci. beaucoup en tout cas.